L'école, c'est quelque chose de nouveau dans l'histoire de l'humanité. Ça a été créé à l'ère industrielle. Et d'ailleurs, vous ne vous rendez pas compte à quel point l'école est profondément ancrée dans le paradigme industriel. Je vais vous le prouver en 3 secondes. Une école, c'est fabriqué comme une usine. On classe les enfants par année de fabrication. Si vous avez des enfants, vous savez qu'il n'y a aucun point commun entre l'âge de 2 enfants. Si vous me prenez moi à l'âge de 5 ans et que vous prenez l'enfant moyen à l'âge de 5 ans et l'enfant le plus en retard à l'âge de 5 ans, il n'y a aucun point commun. Moi, je le vois avec mes neveux et nièces. J'ai une nièce qui a 6 ans qui parle 8 langues. J'ai un neveu qui a 9 ans et on aimerait bien qu'elle en parle une. Hein. Enfin, c'est donc l'âge des enfants ne signifie strictement rien. Il y a une sonnerie toutes les heures pour vous conditionner. Parce que c'est connu que personne ne sait quand un truc s'arrête s'il n'y a pas de sonnerie. Une fois, j'en ai parlé avec un prof, je lui ai dit « Mais pourquoi les sonneries ?» Il me dit « Comment on saurait que c'est la fin du cours ?» Ok, make sense. Et même l'architecture de toutes les écoles, c'est une usine. Vous avez une cour, qui est en fait la zone de livraison, vous avez les classes autour, et les gens se mettent en rang pour aller comme à la chaîne, etc. Et en fait, les mecs qui ont construit ça ne sont pas cons. Enfin, si vous êtes un entrepreneur du XVIIIe siècle et que vous construisez une usine et que vous vous dites qu'il faut que tout le monde comprenne comment cette usine fonctionne pour atteindre, vous conditionnez leurs enfants à l'école. D'ailleurs, pourquoi la génération de nos parents était tellement fort en orthographe et en comptage? C'est parce que c'est les 2 compétences essentielles pour parler à un patron dans une usine. Savoir écrire et savoir compter, c'est les 2 fonctions de l'ouvrier. Donc en fait, l'école est ni un instrument d'émancipation, ni quelque chose. Alors il s'est avéré que dans cette école, il y a eu des bugs. D'abord, il y a eu des profs extraordinaires. Il y a eu des gens qui ont changé la vie d'autres gens. Mais ce n'est pas dans le système, c'est juste des gens qui étaient là dans le système et qui ont eu un impact au-delà du système. Et quand on pense ère industrielle, on pense quoi? On pense catégorie. Parce que le paradigme industriel repose sur la spécialisation. Et un truc qui s'appelle la division sociale du travail. Et donc, on a inventé quelque chose qui est artificiel, qui s'appelle les matières. Quelle est la limite entre les maths et la physique? Quelle est la limite entre la physique et la biologie? Quelle est la limite entre la biologie et la psychologie? En fait, tout ça, c'est des continuums qu'il n'est pas vraiment possible de couper. Si vous voulez faire de la biologie de haut niveau, il faut utiliser des maths. Si vous voulez faire des maths de haut niveau, il faut comprendre la physique. Si vous voulez comprendre la physique... Et en fait, tous ces savoirs sont plutôt un arbre dans lequel il y a des branches. Et la pire façon d'essayer d'apprendre quelque chose, c'est d'essayer d'apprendre les choses en avance de leurs besoins. Quand on a besoin de quelque chose, quand on est entrepreneur, en général, on apprend les choses qu'on a besoin d'apprendre au fur et à mesure. D'ailleurs, les gens qui apprennent le plus vite à coder sont en général les gens qui fabriquent un produit. Si vous essayez d'apprendre à coder théoriquement, bon courage. Hein. Je sais qu'on le fait en France avec l'algorithmique, etc. En général, les gens, ils ne savent rien faire après. Hein. Ils arrivent dans un boulot et là, ils apprennent à coder, en fait. Et pourquoi? Parce que c'est la pratique et l'orfèvrerie et l'artisanat qui font que vous apprenez des choses. D'ailleurs, il y a un cas historique fascinant qui me fait beaucoup rire, moi. C'est les Grecs vs les Romains. Les 2 grands paradigmes d'éducation qu'on subit jusqu'à aujourd'hui, c'est le paradigme grec, avec tous ces philosophes-là dans l'éther, Platon, machin, et les Romains, qui étaient plutôt des gens pragmatiques. D'ailleurs, si vous allez en Grèce et que vous regardez les temples grecs, ils sont tous écroulés. Tous. Il n'y a aucun temple grec qui a tenu. Si vous allez à Rome et que vous regardez le Colisée, c'est quasi intact. Un coup de peinture et vous le réouvrez. Pourtant, on croit que c'est une différence de budget. L'État italien est aussi en faillite que l'État grec. Hein. Enfin, il n'y a pas plus d'argent consacré à l'entretien des monuments dans Rome que dans la Grèce. Mais en fait, c'est dû à une différence d'éducation. Les Grecs, pour devenir architectes, passaient 15 ans d'études en maths, à faire du Pythagore et du Thalès, grosso modo. Et donc, ils apprenaient une vision de l'architecture très théorique. Ensuite, ils devenaient architectes, ils avaient passé 15 ans à rien faire, et puis on leur faisait construire des trucs, et donc ils les construisaient dans les règles mathématiques. Les Romains apprenaient l'architecture par l'artisanat. On devenait architecte en construisant des choses. Donc on construisait des petites choses, et puis quand on était bon, on construisait des choses un peu plus grandes, et puis au summum de sa carrière, on avait le droit de construire le Colisée. Ce qui fait que les types, quand ils construisaient le Colisée, ils savaient instinctivement comment placer les pierres, les rapports de poids, et en fait, tous les savoirs théoriques de l'architecture. Et évidemment, les Romains ont écrasé les Grecs, que ce soit militairement, économiquement et sociétalement. Il faut quand même savoir que la Rome antique est la société et l'empire le plus vieux qui ait jamais vécu. Ça a perduré jusqu'à la chute de l'empire romain d'Orient. Et c'est incroyable, en fait. C'est une société qui a perduré par sa passion de la pratique, en fait. Et c'est exactement la même chose dans l'entrepreneuriat. C'est que l'entrepreneuriat est assez peu scolaire, en fait.
n'as pas besoin de savoir plus que ce que tu as besoin de savoir, tu as juste besoin d'être capable d'acquérir le plus vite possible ce que tu as besoin de savoir. Alors, l'éducation, c'est un très très vaste sujet. J'ai décidé de le prendre sous un des angles, qui n'est pas l'apprentissage de la politesse ou l'apprentissage du savoir-être ou du savoir-vivre, mais vraiment de comment on transmet à quelqu'un un ensemble d'informations pour qu'il en ressorte mieux informé et le prendre du point de vue du développement des aptitudes. Alors, il y a une première chose qu'on peut remarquer sur le marché de l'éducation, c'est que le marché de l'éducation a deux caractéristiques très différentes en fonction de si on est en France ou à l'étranger. En France, c'est une mission qui est avant tout vue comme publique. La France a une exception culturelle assez intéressante sur l'éducation, c'est qu'on a très très peu l'habitude de payer pour son éducation. Quand vous regardez le coût moyen d'une université américaine de seconde zone comparé au coût moyen de nos plus grandes écoles françaises, et je ne parle même pas des universités d'élite américaines, il y a un fossé incroyable, à tel point que maintenant il y a un débat aux États-Unis sur est-ce que ça vaut tant que ça, est-ce que ça vaut tellement le coup d'aller à l'école. La deuxième chose, c'est qu'on a l'impression, dans la deuxième caractéristique, et ça elle est à peu près commune à l'ensemble des pays sur Terre, on a l'impression que le marché de l'éducation est constamment en réforme. Je ne sais pas combien il y a eu de réformes de l'éducation nationale en France sur les 20 dernières années, mais c'est une complainte très habituelle on n'arrive pas à suivre, on n'arrive pas à suivre les réformes, on ne comprend pas ce qu'ils veulent, etc. Donc il y a une complainte extrêmement forte de la part des usagers de l'école sur le service rendu par l'école. Et alors, il y a une question fondamentale qu'on se pose, c'est qu'on se rend bien compte que dans ce siècle, on a un petit souci avec l'éducation. Et on se rend bien compte qu'il y a un mismatch entre l'offre éducative et les besoins moyens d'un homme sur Terre au XXIe siècle. Je pense que c'est la seule chose qui fasse l'unanimité dans l'éducation. Il y a énormément de débats, mais ça ne fait pas débat. Et c'est une question qu'on peut se poser à plein de niveaux. Et il y a quelque chose de très intéressant, et c'est ça que j'ai envie de vous montrer aujourd'hui, c'est qu'il y a un phénomène assez amusant qui est en train de se passer dans l'éducation, c'est que de plus en plus de gens attaquent cette industrie en faisant fi du fait d'avoir la moindre reconnaissance. Prenons juste une anecdote récente, je vais y revenir après, mais l'école 42 en France, qui a été créée par Xavier Niel, c'est devenu un argument marketing de dire qu'elle n'est pas habilitée par l'État et qu'elle ne délivre pas de diplôme. Projetons-nous simplement tous ensemble 15 ans en arrière et imaginons que quelqu'un, il y a 15 ans, seulement 15 ans, pas beaucoup plus, vienne et dise « je crée une école ». Et d'ailleurs, je suis super fier, elle ne délivre aucun diplôme. On aurait eu une attitude de rejet immédiat. Et 15 ans plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? L'autre grand problème du mismatch de l'éducation, c'est qu'on est dans un environnement économique extrêmement incertain. On n'arrive pas à prédire ce que sera le monde dans une semaine. Alors prédire ce que l'éducation sera dans 30 ans, c'est un jeu auquel je me refuse de faire. Ça s'appelle les barbares attaquent, ça ne s'appelle pas les barbares attaqueront. Pour être très honnête avec vous, j'ai aucune idée de où tout ça va. Ce que j'aimerais faire ce soir, c'est simplement faire un constat de quel est l'état actuel de l'ensemble des initiatives d'éducation un peu originales qui ont lieu à travers le monde. La deuxième chose, c'est qu'en plus, la troisième chose, il y a un phénomène macro derrière tout ça, parce que c'est vraiment pas un problème compliqué, hein, c'est un problème très simple. Par-dessus la contrainte économique, par-dessus l'instabilité, par-dessus tout ça, on vit une situation assez unique, c'est qu'on est en train de vivre une tension entre le besoin de localisme et le besoin de se reconnaître localement dans quelque chose et de s'identifier à une culture, à une nation, à une appartenance, à une ville ou à ce que vous voulez. Et de l'autre côté, il y a un mouvement plus fort que nous qui est la mondialisation, qui est une forme d'uniformisation des savoirs et d'une uniformisation de l'accès à la connaissance. Et ces deux choses sont opposées, sont contraires, créent une tension qui est très palpable et qui fait que énormément de frustration émerge là-dedans. Et alors le problème, c'est quoi? Je vais le dire, j'ose dire ça devant une caméra, c'est que le problème, c'est que chaque jour, dans tous les pays industrialisés du monde, des millions d'enfants sont aliénés à l'école. Et il n'y a pas d'autre façon de le dire. J'ai
Juste une anecdote, quand je parle avec mes parents ou mes grands-parents de ce qu'était l'école pour eux, c'était l'endroit le plus extraordinaire sur Terre. Il y avait un écart entre la perception qu'ils ont de leur éducation, à savoir c'est un endroit formidable où j'apprends plein de choses, et ce qui était à leur disposition à travers le monde. Savoir pas grand-chose à part un bout de bois et courir derrière un cheval. Je caricature un peu, mais le problème de notre génération, c'est que le tableau blanc avec des problèmes ennuyeux est mis en concurrence avec la télé, les films, les séries, l'Internet, le jeu, le théâtre pour les plus aisés, la musique et les arts, les activités sportives, les activités sociales, ce qu'ils peuvent faire avec leurs copains, etc. etc. Et ce mismatch est énorme. Il n'est pas, c'est plus un gouffre, c'est un cratère géant. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avez tous les jours à l'école des enfants qui y vont et qui perdent leur temps. PISA a fait une évaluation de l'intérêt des bons élèves. Je trouve que c'est un indicateur assez malin. C'est de demander aux bons élèves ce qu'ils pensent de l'école. Sur les 25 dernières années, le jugement des bons élèves, on ne parle pas de ceux qui n'aiment pas l'école, on parle de ceux qui adorent l'école, puisqu'ils sont reconnus par cette institution, ils sont valorisés par cette institution, s'est effondré. Et sur les 5 dernières années, on est passé d'un taux de satisfaction de... On a passé la barre des 50% il y a 5 ans, et sur les 5 dernières, on est en train de s'écrouler, et on est en train de tendre vers zéro. Il y a une forme de révolte fondamentale de la jeune génération envers l'institution scolaire, qui dépasse grandement le cadre de l'entendement politique qu'on peut en avoir dans tous les pays du monde. Et là, pour une fois, on n'est pas dans une exception culturelle. Il y a le même problème aux États-Unis, il y a le même problème en Allemagne, il y a le même problème au Japon, il y a le même problème en Corée, il y a le même problème à Singapour, etc. etc., etc. C'est quoi finalement le problème? Le problème, c'est que l'école est fondée sur un mythe auquel plus personne ne croit, qui est un mythe du schéma de vie. Travaille dur à l'école, donc tu réussiras, donc tu auras un super job. Et ça, on sait que c'est plus aussi simple en fait. Donc, résultat, l'école comme institution d'ascension sociale est en fait extrêmement perturbée. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que ça reflète l'idée d'ascension sociale? Ça reflète l'idée qu'il y a des couches sociales. Et que si vous êtes un peu plus intelligent, faut vous mettre dans la couche supérieure et vous faire monter. Mais comme les couches sociales sont en train de disparaître et d'être attaquées à coups de massue par la société moderne et que le monde est de plus en plus plat, l'école se trouve complètement impuissante à donner le moindre confort et la moindre sécurité mentale aux gens qui y sont. Et ça, c'est de plus en plus dur de faire gober cette litanie, à tel point que penser à une initiative qui a 3 ans et qui, je trouve, fascinante parce qu'elle montre vraiment le changement profond dans le monde du rapport qu'on a à l'éducation. Peter Thiel, qui est le fondateur de PayPal et qui a été le premier actionnaire de l'histoire de Facebook, a lancé un programme qui s'appelle 20 Under 20, qui propose 100 000 $ à des jeunes de moins de 20 ans brillantissimes pour ne pas aller à l'école. Vous imaginez, les milliardaires, il y a 15 ans, ils donnaient des bourses pour justement donner la chance à des gens de pouvoir aller à l'école. Là, on vous donne de l'argent en vous disant surtout, ne va pas à Harvard, ne va pas à Yale, ne va pas au MIT, on parle de cette population-là. Ne va pas à l'école, tu apprendras beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement tout seul qu'en passant par ces cases-là. Finalement, quand on regarde ce qui se passe sur les 10 dernières années et si on regarde sous le prisme le plus déformant qui est celui de la réussite sociale, on s'entendra sur dire que ce n'est pas un prisme absolu, mais c'est le prisme qui tend la perception des gens. De plus en plus de gens se glorifient dans leur réussite d'avoir quitté l'école. Regardez la différence entre les patrons autodidactes des années 40 qui en avaient honte et qui la première chose qu'ils faisaient dès qu'ils gagnaient leur vie, c'était d'envoyer leurs enfants à l'école. Regardez toute cette génération de gens qui ont matraqué leurs enfants à coups d'hippocagne et cagne. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui quand vous avez des gens comme Zuckerberg, Bill Gates, le fondateur de Tumblr ou je ne sais pas quoi, qui dit à toute une génération, la meilleure, ou Steve Jobs, qui dit dans son speech de commencement à Stanford
que la meilleure décision qu'il ait prise dans sa vie, c'est de ne pas aller à l'université. Vous imaginez, vous êtes invité dans une université et vous vous comportez comme ça. C'est limite mal poli, en fait. Mais pourquoi? Parce que je pense parce que c'est un message fort et c'est vraiment l'idée que d'un seul coup, une institution ne répond plus à la promesse qu'elle a faite. Alors, je connais le contre-argument. Toutes les études montrent qu'il vaut mieux avoir un diplôme que ne pas en avoir. Ceci n'est pas un appel à la fuite des gens de l'école. Mais concernant cet argument, j'émettrai simplement un point de méthodologie, c'est attendons, on n'a pas beaucoup de recul. Parce que toutes les études qui montrent qu'il vaut mieux avoir un diplôme que pas en avoir sont des études longitudinales sur les 30 dernières années. Donc attendons de voir tous les gens qui prennent la décision aujourd'hui, ce que ça va donner dans les 15 prochaines années. Alors, il y a un point sur lequel tout le monde est d'accord dans le monde de l'éducation, et c'est pour ça que c'est un monde étonnant, c'est que vous avez l'impression que tout le monde connaît les solutions. Et j'ai jamais vu quelqu'un qui s'est dit on va baisser les standards dans l'éducation et on va faire une plus mauvaise école vu que ça ne sert à rien. On a une sorte de volonté, c'est unanime. Le fait que nos enfants doivent mieux être éduqués que la génération précédente, c'est une sorte de volonté de progrès qui existe depuis 3 siècles et qui est profondément ancrée en nous. Le taux d'alphabétisation a explosé dans le monde, l'accès à l'éducation. Pensez un chiffre, il y a plus de mathématiciens aujourd'hui vivant sur Terre que dans l'ensemble de l'histoire des maths. Et vous pouvez appliquer, c'est à peu près vrai comme loi dans à peu près tous les domaines intellectuels qui ont plus de 2000 ans. Et ça, c'est un point qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on a l'impression avec l'éducation que toute la meilleure volonté du monde et toute la bonne volonté du monde n'arrive qu'à produire des monstres. Vous partez avec c'est toujours la même histoire, vous partez avec un programme politique extraordinaire, avec une vision sur 10 ans, puis 3 ans plus tard, c'est exécuté, et puis il y a quelque chose qui a grippé en chemin, on ne sait pas vraiment quoi. Et puis quand vous parlez avec les représentants de l'institution scolaire ou qui soit dans le monde, ils vous disent c'est de la faute des parents. Quand vous parlez avec les parents, ils vous disent c'est de la faute des profs. Et puis quand vous parlez quand les deux sont dans la même salle, ils vous disent bah, de toute façon c'est de la faute du politique. Puis quand vous êtes avec le politique, ils vous disent non mais de toute façon c'est la faute de l'administration. Puis quand vous êtes avec l'administration, ils vous disent non mais de toute façon on ne peut rien faire. Et ce mécanisme de grippage général est extrêmement frustrant. Pourquoi? Parce qu'on a un objectif économique et on est dans une compétition mondiale où le fait d'éduquer les gens et d'amener les gens à donner le meilleur d'eux-mêmes est devenu un enjeu de compétitivité primordial. Ce n'est plus une option. C'est plus simplement un problème de volonté. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, il se passe qu'on a mis au point le système éducatif à l'âge industriel. Et je vais vous le démontrer en 5 minutes. On n'a pas construit des écoles, on a construit des usines à éduquer, en fait. Et d'ailleurs, pensez à la structure d'une école. Ça ressemble énormément à une usine. Vous avez la ring bell, enfin la sonnerie, pour signifier le début et l'arrêt des cours. C'est inspiré de quoi? C'est inspiré de l'usine. Comment on trie les enfants? On les trie par année de fabrication. Comme si le point commun le plus proche entre 2 enfants du même âge était leur année de fabrication. Au même âge, 2 enfants peuvent être extrêmement différents par matière, peuvent être extrêmement différents en termes de maturité, peuvent être extrêmement différents en termes de développement ou d'aptitude. C'est absolument le point commun entre les enfants, c'est absolument pas leur année de naissance. Pourtant, on les met par patch. C'est une ligne extrêmement industrielle. On fait des programmes standards. On fait des tests standards. Dans quel domaine de l'activité humaine on a inventé les tests standards? L'industrie. Le boulon passe ou le boulon passe pas. Et donc, on a créé en fait un système qui avait une volonté complètement révolutionnaire, qui était l'idée qu'on va éduquer les masses et on va les éduquer uniformément. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est pris comme un acquis. Mais si vous regardez les débats sur l'éducation au XVIIIe siècle, tous les types à l'époque vous disaient « mais attendez, c'est quoi cette idée d'aller éduquer des enfants d'ouvriers? Pourquoi ils devraient lire et compter ?»
Et pourquoi les enfants d'ouvriers doivent lire et compter? Parce que la tâche principale des gens de cette époque était avant tout de représenter le patron dans deux tâches essentielles, les accords, donc lire et écrire, et les comptes. Parce que ce n'était pas centralisé, il n'y avait pas de système informatique. Et d'ailleurs, si vous regardez tous les gens qui ont été éduqués avant les années 60, leur niveau orthographique moyen est extraordinaire par rapport à toute personne élevée après 1980. C'est vécu comme un drame, c'est vécu comme ce que vous voulez, mais il y a une réalité économique profonde derrière ça. C'est qu'avant, c'était quelque chose de fondamental, et aujourd'hui, c'est vu comme quelque chose de sympa parmi d'autres. Et on est passé d'écoles qui enseignaient 3 à 4 matières de façon hyper uniforme à une offre d'éducation extrêmement large et extrêmement diversifiée. Je ne sais pas combien il y a d'options en France, mais j'ai le chiffre aux États-Unis. Vous avez aux États-Unis plus de 6000 options possibles dans vos parcours scolaires à l'école. J'arrive même pas à voir. J'ai essayé de trouver une liste sur Wikipédia. Il y a un type qui a commencé, il s'est arrêté à la 300e en disant c'est pas possible ce truc. Et parce que le monde du savoir est devenu infini. Pensez que la quantité de savoir produite dans le monde depuis l'avènement d'Internet double tous les 18 mois. Aujourd'hui, la quantité d'informations produites dans le monde double tous les 18 mois et ça ne fait qu'empirer. Donc le fait de savoir l'information est absolument plus un enjeu puisqu'elle est disponible. Je vais simplement vous raconter une anecdote que j'adore. C'est que j'ai un petit neveu qui est au lycée et, et il a subi un cours magistral comme subissent tous les lycéens. Et puis à un moment, son enseignante dit une date, et il lève la main et dit « Madame, vous vous êtes trompée dans la date, c'est pas telle date, c'est telle date. » Et elle lui a répondu « Non, non, mais c'est moi le professeur, je sais ce que je dis. » Et elle a dit « Oui, oui, mais mon iPhone dit que vous avez tort. » Et vraiment, enfin, ce genre d'attitudes vont pas se réduire, hein. Elles vont se multiplier. Parce qu'effectivement, c'est extrêmement compliqué d'expliquer à un enfant de 15 ans intelligent aujourd'hui qu'il va falloir qu'il reste sur une chaise pendant 2 heures à écouter quelqu'un, sous prétexte qu'on n'a pas été fichu de lui dire quel livre lire ou quel article sur Wikipédia lire. Et d'ailleurs, souvenez-vous, je ne sais pas si vous avez connu ça ou pas, mais moi je fais partie de la génération de transition. J'ai commencé les exposés en bibliothèque et après je les ai fait sur Internet au cours de ma scolarité. Et c'est une génération très particulière, la génération de transition, parce qu'on a connu les deux mondes. Et il y a quelque chose de fascinant, c'était l'avènement de Wikipédia. Moi, j'ai eu des profs qui m'ont expliqué, année après année, qu'il ne fallait pas aller sur Wikipédia, parce que c'était pas fiable, Wikipédia. Mais vous croyez vraiment qu'on n'allait pas sur Wikipédia? Et c'était vraiment être à contre-courant de l'évidence même qu'une encyclopédie était en train d'émerger, produire plus de savoir qu'on n'en avait jamais produit dans aucune encyclopédie, et que de toute façon, c'était déjà trop tard. Quand moi j'ai découvert Wikipédia, il y avait 25 millions d'articles déjà sur Wikipédia. C'était pas, on ne parlait pas d'un micro-phénomène de hipsters qui cherchent une bonne raison de vivre. Non, on parle d'un phénomène mondial qui avait déjà rencontré un succès. Et aujourd'hui, toujours pour prendre mon petit-neveu, à l'école, on lui explique qu'il ne faut surtout pas utiliser Wikipédia parce que ce n'est pas fiable. Le taux d'erreur dans Wikipédia est inférieur à n'importe quelle encyclopédie produite avec les vieilles méthodes. Par définition, si vous avez des millions de lecteurs qui peuvent donner des commentaires et dire si ça va ou pas, vous arrivez assez rapidement à un consensus. Ce n'est pas très compliqué à comprendre comme phénomène. Et pourtant, encore aujourd'hui, l'école lutte de toutes ses forces en disant non, non, surtout pas, c'est de la triche. Et prenons en fait, qu'est-ce qu'est la vue en fait de l'éducation? C'est une vue qui date du siècle des Lumières. C'est l'idée de l'homme solitaire qui va apprendre des choses. Pourquoi à l'école, on n'a pas le droit de copier sur ses camarades alors que dans le reste du monde, on appelle ça de la collaboration? C'est toujours la même histoire. On se dit, ah, c'est quand même compliqué d'apprendre aux gens à travailler en équipe. Ah, les gens ne savent pas travailler en équipe. Le seul âge où ils ont envie de travailler en équipe et où on pourrait en profiter pour capitaliser dessus, on leur dit non, surtout pas. Il faut que tu restes dans ton coin parce que tu vas avoir une meilleure note si tu as de l'info que les autres n'ont pas. Et on ne prend pas au sérieux les valeurs qu'on transmet parce que finalement, ce n'est plus une affaire de connaissance, ça devient une affaire de valeurs et de méthode. Et qu'est-ce que c'est que la vue des Lumières? La vue des Lumières, c'est l'idée du progrès individuel. D'ailleurs, c'est l'homme au centre de la Terre, hein, c'est pas autre chose.
Mais c'est pas vu comme un progrès ou comme un écosystème ou comme un développement. Les Lumières n'étaient pas dans le paradigme du réseau et n'étaient pas dans le paradigme de l'Internet. Et alors la grande conséquence de ça, c'est que ça fait à peu près un siècle qu'on catégorise les gens en deux catégories, les gens académiques et les gens non académiques. Et le problème, c'est qu'il s'est passé un phénomène sur les 15 dernières années, c'est que les non académiques sont en train de revenir au pouvoir. Si vous regardez à peu près toutes les grandes réussites financières, industrielles, économiques des 15 dernières années, et des gens qui ont à peu près l'air de bien vivre le monde dans lequel on vit et qui ne se sentent absolument pas agressés par lui, c'est massivement des gens qui sont dans la case non académique. Prenez la culture hacker. La culture hacker aujourd'hui, c'est la culture dominante dans le monde des startups. Mais c'est quoi la culture hacker? C'est tous les types qui n'en pouvaient plus des cours magistraux du MIT et qui ont commencé à se mettre dans leur coin ensemble, à se dire bon, bah, on va fabriquer des trucs dans notre coin, on va nous laisser tranquille, puis on verra bien. Sauf que 20 ans plus tard, ils ont pris le pouvoir. Et je parle vraiment de coup d'État parce que c'est quelque chose qui se ressent, notamment aux États-Unis où c'est l'endroit où la culture hacker est la plus avancée. C'est des choses qui se ressentent à tous les niveaux de l'économie. Et malgré tout, il y a un phénomène, c'est qu'en plus, le fait d'avoir classé les gens en académiques et non académiques a laissé énormément de gens sur le carreau et a laissé énormément de gens avec une très faible estime d'eux-mêmes. En France, on a une institution extraordinaire qui s'appelle la classe prépa, qui est une invention incroyable quand vous y réfléchissez en mécanisme design. Si vous prenez les 1% de gens les plus brillants d'une génération, vous les mettez ensemble et vous dites, il y en a un qui sera bon et tous les autres, vous pouvez aller à la poubelle. C'est un peu comme si pour cuisiner, vous ne faisiez que sélectionner les meilleurs produits et que vous mettiez à 90% de ces produits à la poubelle parce qu'ils n'étaient pas encore parfaits dans leur perfection. Ce serait vu comme un gâchis énorme. Ben non, on le vit très bien, on a créé tout un système là-dessus. Et d'ailleurs, cette spécificité française que le monde entier nous envie, et en fait pas tant une spécificité que ça, parce qu'aux États-Unis, on a trouvé d'autres façons de créer ces formes-là de sélection. Et ça donne ce genre de choses. Moi, il y a une question que je me suis toujours posée, c'est, vous connaissez le mouvement Occupy Wall Street ? Je me suis toujours demandé qu'est-ce qui a amené quelqu'un à un moment dans sa vie de se dire je vais aller passer 4 mois dans la rue pour fermer Wall Street envers et contre tout réalisme, qui est que de toute façon, je ne pense pas que la moindre personne là dans cette photo pense que Wall Street va fermer un jour. Et une question que vous vous posez, c'est comment vous arrivez à un moment donné, alors que vous avez soi-disant un système d'éducation homogène, alors que vous avez soi-disant un système qui est censé sélectionner les boulons et à peu près avoir taillé tout le monde pareil, pour que vous ayez des gens qui soient à ce point en dehors de la société, qui ne parlent même plus à la société, en fait. Et ça, je n'ai pas de réponse à cette question, mais pour moi, c'est là où émerge, en fait, l'opportunité économique de l'éducation qu'on connaît aujourd'hui. Prenons un exemple qui me fascine, qui est le divergent thinking. Qui sait dans la salle ce qu'est le divergent thinking? Ok, bravo, Com. Tu as gagné une glace. Le divergent thinking, c'est... En fait, les psychologues aiment bien mesurer les aptitudes des gens et les classer sur des tests standards. L'une de ces aptitudes qu'un jour ils ont découvert, c'est le divergent thinking. Le divergent thinking, c'est la capacité à imaginer un usage dérivé à un objet réaliste. Donc, prenons le cas du trombone. Un trombone, c'est quoi? C'est un truc qui permet d'attacher deux feuilles ensemble. Maintenant, si vous mettez un trombone au bout d'une canne à pêche, enfin d'une ligne, ça devient un hameçon. Si vous attachez des trombones les uns aux autres, ça peut faire un bracelet, une ceinture, un collier. Si vous entorsadez des trombones ensemble, etc., on peut jouer à ce jeu très longtemps. Ça, c'est le divergent thinking. Alors, comment les psychologues font pour établir des niveaux d'intelligence chez les gens? Très simplement, ils découvrent une aptitude, ils la norment, ils prennent 1000 personnes, ils regardent celle qui fait le mieux dans ces 1000 personnes. C'est comme ça qu'on fait le QI, au passage. Ils regardent celle qui fait le mieux à ce test standard dans les 1000 personnes. Et puis, ils dérivent une échelle logarithmique pour dire, voilà, lui, il a 200, et puis lui, il a 190, et puis lui, il a 180, puis lui, c'est un débile, il a 10. Et puis un jour, il y a un étudiant du psychologue qui a mis au point le test de divergent thinking, qui a fini dans une école maternelle parce qu'il avait un enfant, et puis il s'ennuyait. Et puis il s'est dit, tiens, étant donné que je suis de garde, on va faire un jeu, vous allez tous passer un test de divergent thinking.
Alors, il faut savoir qu'un génie est à 150 en divergent thinking. À partir de 150, vous êtes un génie. Et le gosse le plus débile de l'école a fait 195. Alors, le type s'est dit, il est venu voir son prof, il a dit, ouais, en fait, patron, il y a un problème avec le test. J'ai pas compris ce qui s'est passé, mais en fait, votre test ne marche pas. Alors, ils ont regardé, ils ont recommencé dans une autre école, ils sont retombés sur des résultats complètement extraordinaires, et ils ont passé d'école en école. Et puis, à un moment, le type a eu une idée extraordinaire, il s'est dit, faisons une étude longitudinale. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, vous prenez le même groupe d'enfants, et vous leur faites passer le même test tous les 4 ans. Et vous regardez ce qui se passe. Et bien, vous passez de 195 de moyenne à 60, qui est la moyenne nationale. C'est-à-dire que là, on a réussi une performance extraordinaire, c'est que vous prenez une aptitude que tout le monde a à la naissance, et vous la détruisez systématiquement et avec énormément d'efficacité à travers l'école. Et alors, ça sert à quoi le divergent thinking? Ça sert à un truc assez utile qui est l'imagination. Le divergent thinking n'est pas l'imagination, mais c'est une source de l'imagination. Puis ça sert à une autre chose, c'est de résoudre des problèmes. Toutes les capacités de problem solving des gens est directement lié à votre score au divergent thinking. Et des gens qui ont plus de 200, ça se compte sur les doigts d'une main dans une génération, alors que chez les enfants, c'est quelque chose d'extrêmement présent. Et alors, pourquoi l'éducation le détériore? Pour plusieurs raisons. La première, c'est parce qu'en fait, on ne l'entraîne pas. Regardez, moi, à la base, j'aurais pu courir un 100 mètres sans aucun problème. 27 ans plus tard, ça devient un gros problème. Et c'est exactement la même chose avec le cerveau. C'est qu'on sait de plus en plus que le cerveau est un muscle. Si vous ne le travaillez pas et si vous ne l'entraînez pas, eh bien vous perdez en capacité. Et l'école ne prend absolument pas au sérieux la question de l'entraînement de ce muscle. La deuxième chose, c'est que l'information est devenue omniprésente et donc l'école a une crise de légitimité. Pourquoi transmettre de l'information si l'information est déjà présente? La troisième raison pour laquelle le divergent thinking est absolument pas développé, parce que l'une des meilleures façons de garder un divergent thinking haut, c'est d'interagir avec les autres. Et alors, je ne sais pas si vous vous souvenez des exposés à l'école, mais c'est toujours la même histoire. Il y en avait un qui faisait le travail et 5 qui roupillaient, quoi. Et c'est quelque chose qu'en plus, on valorise énormément, parce qu'on ne met aucune contrainte pour vérifier que vraiment tout le monde travaille. Et en fait, vous mettez tout ça ensemble et ça vous donne une institution qui détruit l'une des aptitudes les plus essentielles à l'amélioration et au progrès, qu'est le divergent thinking. Alors, tout à l'heure, je parlais de 42, mais on va commencer à voir comment les barbares attaquent. Alors, 42, c'est un exemple français, moi, qui me fascine. Si vous ne connaissez pas 42, c'est Xavier Niel qui a décidé de former 1000 personnes par an, pas à être ingénieur informatique, mais à être de très bons programmeurs. Et alors, comment ça fonctionne 42? Il n'y a pas de prof. Tout se fait par les pairs. Les étudiants plus avancés aident les étudiants moins avancés. Tous les projets se font collectivement. L'ensemble de l'information est disponible sur un intranet. Et vous devez tous les jours être testé sur votre aptitude à résoudre des problèmes et à atteindre les objectifs qu'on vous a fixés. C'est une école qui a été créée de toutes pièces, qui est financée, je ne sais pas trop comment, je crois que c'est Niel qui la finance d'ailleurs. Et c'est un cas extrêmement intéressant parce que c'est un cas qui est complètement à contre-courant de toutes les offres disponibles aujourd'hui dans l'éducation. Mais finalement, 42 reste un lieu physique. Vous avez un autre élément qui attaque l'éducation et qui essaye de résoudre ce problème fondamental, c'est les fameux MOOC. Alors les MOOC, on en parle énormément. Alors le premier MOOC, c'est un cours de Stanford d'intelligence artificielle. Prenez ce qu'est Stanford. Stanford, c'est quoi leur business model? C'est à peu près embaucher des profs à prix d'or qui ont des compétences exceptionnelles, les mettre devant un parterre de gens qui arrivent à les comprendre pour intégrer le savoir qui est transmis et pouvoir en faire quelque chose dans leur vie. Si on caricature le business model de Stanford, voilà le business model de Stanford. Le problème, c'est que quand vous avez une classe physique, vous avez un souci, c'est que vous ne pouvez pas servir une infinité de gens. Vous êtes limité par la taille de vos murs. Vous ne pouvez pas pousser infiniment vos murs, puis la voix ne porte pas. Alors, un jour, un type a pris, pour le cours d'intelligence artificielle, il a simplement mis une caméra, et il a pris le cours sur une plateforme qui s'appelle Coursera. Je ne
sais pas si vous connaissez Coursera. Et il a proposé à des gens de venir s'inscrire à ce cours de Computer Science. Alors, j'ai plus les chiffres exacts en tête, parce qu'Internet est tombé au moment où je l'ai cherché. Ah, super. Mais à ce cours-là, ouais, quand même. À ce cours-là, 150 000 personnes se sont inscrites. Sur les 150 000 personnes qui se sont inscrites au cours, il y en a 15 000 qui l'ont suivi jusqu'au bout. Sur les 15 000 qui l'ont suivi, il y en a 5 000 qui ont passé le test. Donc Stanford est passé d'une institution qui formait 200 personnes par an à l'intelligence artificielle la plus avancée du monde à 5 000. Et puis en plus, il y en a 150 000 qui ont fait à peu près semblant de comprendre ce qui se passait et qui peuvent en parler dans les dîners. Ce qui, mine de rien, est déjà un progrès collectif énorme. Coursera, à partir de ça, ils ont décidé d'en faire un business. Aujourd'hui, c'est 17 millions d'utilisateurs inscrits sur Coursera. Et j'ai juste partagé un chiffre d'insider qui n'est pas public sur Coursera, c'est l'investisseur de Coursera qui me l'a dit. Aujourd'hui, un tiers des utilisateurs actifs de Coursera ont moins de 18 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Coursera, dont le business model est simplement de mettre une caméra dans les meilleures universités du monde pour enregistrer les cours et simplement les mettre en ligne avec un test pour vérifier si vous avez compris le cours ou pas, et à un tiers sur 17 millions, suivi par des gens qui ont moins de 18 ans. On ne parle pas de gens qui, au cours de leur vie, se disent « tiens, c'est intéressant ». Et alors, petit aparté, regardez ce qui est super intéressant avec ces choses-là, c'est que regardez le gap générationnel qui est en train de se creuser entre les gens qui pensent que l'éducation est un moment de la vie et les gens qui baignent dans le fait de tous les jours apprendre quelque chose de nouveau. Pourquoi l'éducation est un domaine tellement peu traité sérieusement? Parce qu'on a toujours pensé que l'éducation était quelque chose de réservé aux enfants. On s'éduque, puis on a un diplôme, et puis quand on est diplômé, c'est bon, on n'a plus besoin d'apprendre. On a passé des diplômes. On ne les a pas passés pour rien quand même. Et bien là, on a des gens qui ne viennent pas sur cette plateforme pour passer des diplômes ou pour le prestige. On parle d'un tiers des gens sur 17 millions qui viennent simplement pour le plaisir. Parce qu'avant 18 ans, aller se taper des cours de Stanford, ce n'est pas pour le prestige social. À mon avis, leurs copains ne doivent pas trop comprendre ce qui se passe. Et je ne pense pas que ça vous transforme en star de la cour de récré de dire « ouais, hier sur Coursera, il y avait un cours ». Donc regardez, on parle de 5 millions de personnes quand même. Et aujourd'hui, vous avez plus de 440 cours qui sont accessibles, gratuitement. Alors ça, c'est un autre élément. C'est que, mine de rien, c'est quand même l'élément le plus important du business model. C'est que le cours d'intelligence artificielle de Stanford, il coûte 85 000 $ par an. Là, il est accessible gratuitement. Alors, un des contre-arguments qu'on m'oppose toujours à chaque fois que je raconte ça, c'est on me dit « oui, mais bon, ça ne remplacera jamais l'interaction élève-prof ». Alors, laissez-moi vous dire que l'interaction élève-prof chez 90% des profs, ce n'est pas ce qui fait leur force. Et ça fait longtemps que c'est vu comme un bonus plus que comme une fonction essentielle au boulot de transmission du savoir. Alors, Coursera, c'est quoi? C'est les premiers barbares. Et finalement, sur Internet, il y a toujours des schémas un peu logiques. La première chose qu'on fait toujours par faire sur Internet, c'est mettre la réalité qu'on connaît en ligne. Et puis, pas beaucoup plus. Puis, il y a toujours des types qui viennent et qui disent « oui, mais bon, les cours de Stanford, etc., c'est super intéressant ». Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les types qui n'ont pas été à l'école, qui sont en dehors du système et qui savent des choses extraordinaires. Et parce qu'en chacun de nous, enfin, ou du moins, il existe une minorité de gens suffisamment intéressants pour que même s'ils n'ont aucune reconnaissance académique, ils peuvent devenir des profs extraordinaires. Et là, vous tombez sur Udacity. Alors, Udacity, c'est quoi? C'est n'importe qui peut venir, s'enregistrer, enregistrer un cours, faire un travail de professeur, le mettre en ligne et gagner sa vie. Et alors, Udacity, l'équivalent coréen, il y a un prof qui fait la sensation en ce moment en Corée, parce qu'il a le meilleur cours de maths de Corée. Je peux vous dire qu'en Corée, les maths, c'est important. C'est pire que la France. Toute la sélection se fait sur les maths. Il vend ce cours 60 $ en ligne et il est à 17 millions de $ de revenus par mois. Et il a démissionné de son boulot de prof. Il a dit finalement…
Et, et tous les Coréens ne regardent plus que ce cours parce que le type a fini par trouver l'essence. Et le type explique, c'est un peu le Jiro du sushi, mais version cours. Et il vous explique tous les jours, je reprends mon cours. À chaque fois qu'il fait faire des tests, tant que 100% des élèves n'ont pas compris quelque chose, il recommence et il itère sur la vidéo. C'est une espèce de cinglé de la transmission du programme coréen de maths. Et il a atteint un niveau. Alors, malheureusement, j'ai essayé d'aller voir les vidéos, mais c'est en coréen, donc je n'arrive pas à me rendre compte de son effet. Puis il a vraiment pas l'air drôle. Mais, mais en tout cas, il a l'air d'être hyper efficace et il a un impact incroyable sur des étudiants à travers la Corée. Alors, une autre histoire, un peu dans le même genre. Vous devez tous connaître Khan Academy, non? Ouais. Khan Academy, c'est l'histoire d'un banquier de Wall Street qui a une nièce très mauvaise en maths, mais vraiment catastrophique, et qui n'arrête pas de lui téléphoner pour lui demander comment faire tel exercice de maths, vu qu'il est le seul type à avoir fait à peu près des maths un jour de son vie. Je me suis dit, il travaille à Wall Street, il doit être bon en maths. Et en fait, le problème, c'est qu'au téléphone, c'est extrêmement compliqué de transmettre les maths. Alors un jour, il a fait un truc tout bête, il s'est enregistré. Et il a pris un tableau, il a commencé à expliquer le problème de maths à sa nièce. Et il a envoyé la vidéo. Et il a mis la vidéo sur YouTube en public. Et puis 300 personnes ont vu la vidéo. Il a commencé à recevoir des messages merci. Puis il en a fait une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième. Et aujourd'hui, Khan Academy, c'est 15 millions de personnes en ligne, avec 6 millions d'utilisateurs journaliers. 6 millions de personnes viennent sur Khan Academy apprendre des choses journalièrement. Et aujourd'hui, c'est une plateforme où n'importe qui peut apprendre n'importe quoi, n'importe comment. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que vous êtes face à une liberté incroyable. Et alors, Khan Academy a organisé 539 meet-up à travers le monde pour que les étudiants se rencontrent entre eux. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont capables, à une échelle mondiale, de déployer des infrastructures et de la vie sociale étudiante. Là où si vous avez un jour été étudiant à la Sorbonne, vous savez l'absence de vie sociale qu'on peut avoir dans certaines écoles. Et c'est des gens qui ont fait ça simplement avec une architecture software en ligne qui est partie de simples vidéos mises sur YouTube. Et on ne parle pas d'une histoire... Quelle année, Khan Academy? Je ne sais pas. C'est 4 ans, c'est ça? Ouais, 5 ans. Disons 5, comme ça je ne prends pas de risque. Vous imaginez en 5 ans l'impact qu'ils ont eu? Pensons à la réforme des rythmes scolaires, pour mettre en comparaison. Vous pensez qu'en 5 ans, on va avoir cet impact-là? Non, c'est juste impossible. Parce qu'il existe un nouveau médium. Et regardez, ce qui est intéressant, c'est on met l'Ivy League en ligne, on met des inconnus en ligne, on leur fournit un outil extraordinaire qui permette de s'exprimer. Parce que c'est ça le point dans Khan Academy, c'est qu'ils ont un système de tableaux qui permet d'expliquer des choses simplement. Et qui permet de transmettre simplement des savoirs complexes. Alors, en plus de tout ça, disons que c'est le savoir académique. Tout à l'heure, on a parlé de l'académie face au non-académique. Mais maintenant, imaginez l'ensemble du savoir non-académique qui est rendu disponible et qui est développé. Prenons TED. TED, ça a 8 ans. Enfin, la conférence existe depuis 25 ans, mais disons que ça fait 8 ans que les types ont pris au sérieux le fait de rendre publiques les conférences. Aujourd'hui, TED, c'est 5000 vidéos regardées à la seconde. Et c'est à peu près tous les domaines du savoir les plus récents, les plus cutting edge, qui sont transmis, exposés et qui inspirent l'ensemble de la planète. Il y a une vidéo TED qui date de cet été qui est extraordinaire, où c'est un gamin qui a vu une vidéo TED quand il avait 12 ans, et il a décidé de fabriquer un réacteur nucléaire dans son garage. Et il a réussi 3 ans après. Aujourd'hui, on est dans un monde où, parce que des gens ont été inspirés, TED.com, qui vont suivre les cours de physique nucléaire sur Coursera, 1 an plus tard, qui passent par Udacity pour apprendre la mécanique, et qui vont sur Khan Academy tester leurs solutions, arrivent à bâtir un réacteur nucléaire dans leur garage. Et ce n'est pas une blague, hein. C'est un vrai réacteur, ce n'est pas un faux réacteur. Il a fabriqué un réacteur nucléaire dans son garage. Et ça, est-ce que c'était possible il y a 30 ans?
Absolument pas. Et elle est là, en fait, la grande révolution dans l'éducation. C'est que aujourd'hui, la distance entre les gens les plus brillants du monde, entre les gens qui veulent apprendre des choses, entre les curieux, entre ceux qui ont besoin de quelque chose et ceux qui peuvent le fournir, n'a jamais été aussi faible. Et c'est un élément dont on perçoit à peine le début des conséquences. Quel est le monde dans lequel on rentre? Encore une fois, je vous ai dit, on ne va pas faire les barbares attaqueront, parce que je trouve ça très flou, les conséquences de tout ça. J'en ai aucune idée. Tout ce que je vois, c'est que ce n'est pas un phénomène qui va avoir lieu, c'est un phénomène qui a déjà eu lieu. Un autre exemple, et alors celui-là, il est fascinant, parce qu'il y a deux versions à ce truc, Bryant.org. Alors ça, Bryant.org, ça m'étonnerait que vous connaissiez. C'est le truc qui fait fureur chez les gamins de moins de 18 ans. Et c'est un truc tout bête, c'est des problèmes en ligne, et vous lancez un chronomètre pour les résoudre, et le but du jeu, c'est de résoudre les problèmes le plus rapidement possible. Et c'est principalement des problèmes de maths. Et vous avez des enfants de 12 ans, 13 ans, 14 ans, dans les pays émergents, qui ne passent pas 10 heures de leur vie par jour à l'école et qui sont souvent le lycéens eux-mêmes, qui passent leur vie en fait sur ce genre de site, à échanger sur comment résoudre les problèmes. Et ce qui est incroyable, c'est qu'en dessous de chaque problème, il y a un forum et où ça fonctionne un peu sur un système caché où en fait, vous pouvez décocher pour avoir les astuces offertes par les autres. Et vous avez des problèmes là-dessus où en moyenne, ils mettent 160 ou 170 heures à les résoudre. Les types ont réussi la performance à rendre les maths cool à une génération de plus de 10 millions d'utilisateurs à travers le monde de moins de 18 ans. Et c'est vraiment leur focus, c'est les gens de moins de 18 ans. Et ce qui est amusant, c'est que pour avoir fait des maths un jour dans ma vie, m'être tapé le site et me rendre compte d'être complètement rouillé et incapable de résoudre le moindre problème. Et ça, c'est un vrai choc. C'est un vrai choc de se rendre compte qu'en fait, j'ai tellement peu compris tout ce que j'ai appris par cœur que je suis incapable de résoudre des problèmes qui sont... C'est des maths récréatives. Hein. C'est des maths qui ne demandent pas de connaissances profondes. C'est des maths où vous pouvez deviner les étapes les unes après les autres et vous monter de niveau. C'est extrêmement progressif. Et à tel point que maintenant, c'est les enfants dessus qui créent des projets pour les autres. Et alors, Brilliant a créé un forum, et qui est un forum extraordinaire, où en fait, tous ces enfants à travers le monde, on parle d'enfants, hein, tous ces enfants à travers le monde racontent ce qu'ils font aux autres enfants. Et donc, vous avez l'autre dingue là avec son réacteur nucléaire. Vous avez un type qui a produit, il s'appelle DJ Focus. Vous pouvez taper DJ Focus sur Internet. C'est un Nigérian. Il a gagné le prix du MIT à 14 ans. Alors, il s'appelle DJ Focus parce que quand on est concentré suffisamment longtemps, on finit toujours par tout résoudre. Profond en plus. Et DJ Focus, il a fabriqué une centrale qui alimente son village en électricité et qui maintenant est la référence de tous les villages autour et qui est en train de bâtir, c'est le Edison du Nigeria, quoi. Et il est en train de bâtir un système pour revendre l'électricité aux autres villages. Donc le gamin de 15 ans est en train de bâtir une compagnie électrique. Vous voyez le niveau de sérieux. C'est-à-dire que, pensons à cette fiction de l'éducation qui est l'adolescence. Jusqu'à la fin du Moyen-Âge, on n'avait pas créé d'adolescence. On avait le temps de l'enfance, on avait le temps adulte. Et le temps adulte, c'est 12 ans. Chez les Romains, l'âge viril, c'est 12 ans et demi, 13 ans. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vous met un costume de centurion, on vous marie, on vous envoie à la guerre, et si vous survivez, vous avez le droit de faire des enfants en revenant. Ça c'est l'Empire romain. C'est pas il y a très longtemps, hein, l'Empire romain. C'est il y a à peine 2000 ans. Puis petit à petit, surtout au 19e siècle, on a créé le temps de l'adolescence. Et ce temps de l'adolescence, c'est quoi? C'est un temps où on dit, finalement, ils ne sont pas si grands que ça, ils sont encore, il faut les protéger, il faut les sauvegarder, etc. Et puis, il y a l'information et la technologie qui est venue et qui a tout fait exploser en vol. Pourquoi? Parce qu'entre ces enfants, et d'ailleurs, regardez, pourquoi tous ces enfants géniaux, ils sont dans les pays émergents et pas dans les pays occidentaux? C'est pour une raison toute bête. C'est parce qu'ils ne sont pas à l'école 15 heures par jour. Non, mais c'est vrai. C'est un élément extrêmement important. Continuons sur l'enfance, parce que ça, c'est le prix TED de cet été. Et c'est l'histoire la plus fascinante. Ce type,
Shuga Mitra est vraiment un type extraordinaire. Il a un objectif, c'est d'éduquer l'Inde depuis 20 ans. Alors, il a eu une première phase dans sa vie où il était un agent du gouvernement à essayer de faire des programmes d'éducation. Et puis, de frustration, il a démissionné en 1999. Et il s'est dit, OK, l'Inde est un pays tellement gros, tellement compliqué, tellement pauvre, que ça ne pourra jamais venir d'une métastructure d'éduquer les gens. Il faut qu'on trouve des systèmes pour que les gens s'auto-éduquent. On est en 99, on n'a pas encore Khan Academy, on n'a pas encore tout ça. Et il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a été mettre un ordinateur dans un bidonville à cette hauteur-là, sous un petit chapiteau, avec aucune instruction, juste un ordinateur. Et il repasse tous les 3 mois voir ce qui se passe avec les enfants du village ou du bidonville. Et vous savez ce qui se passe? Eh bien, des gens qui ne savaient pas parler anglais ou qui ont un accent très prononcé apprennent l'anglais en parlant avec des gens sur Internet. Des gens apprennent les jeux vidéo, des gens apprennent à programmer. Et à un moment, il raconte que c'était devenu un tel phénomène que des types achetaient des ordinateurs et allaient dans des villages les mettre sous des chapiteaux sans rien lui demander. Et il y a eu des complaintes en Inde, parce que l'Inde est un pays assez conservateur en question de mœurs. Et en fait, beaucoup d'enfants accédaient à du porno avec ces ordinateurs. Et donc, on lui a dit, t'es mignon avec tes expériences d'auto-apprentissage, mais regarde la dérive. C'est que tu mets un truc pour qu'ils apprennent à compter, à lire et à écrire, et ils finissent sur des sites porno. Et donc, ils ont commencé à installer massivement des filtres anti-porno. Et vous savez ce qui s'est passé? Ça a développé une génération de hackers extraordinaires. C'est que d'un seul coup, pour ces types, c'était devenu un jeu d'enlever les filtres. Et c'est contraint, et c'est incroyable. Vous avez un type qui a été éduqué comme ça, qui est le type de Six Sense. Six Sense, c'est une boîte qui est au MIT aujourd'hui, qui veut redéfinir les interfaces homme-machine. C'est un enfant des bidonvilles qui s'est entièrement éduqué avec l'ordinateur du village, avec ses copains. Vous voyez le pouvoir de la transmission d'informations et de la désintermédiation. L'autre point très intéressant, et ça c'est un point qui est assez vieux et que Internet est en train de prendre, et on va un peu en parler avec un de nos invités ce soir, c'est que on s'est rendu compte d'un lien organique entre l'apprentissage et le jeu. Il y a énormément de psychologues qui, dans les années 80, ont fait des théories de l'apprentissage en découvrant que la meilleure façon d'apprendre quelque chose à quelqu'un, c'était de le faire jouer. Et ça, c'est quelque chose que ces sociétés d'éducation ont pris au plus profond d'elles, ont intégré et ont commencé à appliquer dans leur stratégie pour conquérir des utilisateurs. Alors en plus, en France, on a vraiment des boîtes assez fortes là-dedans. Par exemple, vous prenez une boîte comme Babel Planet, qui est un jeu pour apprendre aux enfants à apprendre l'anglais, qui est téléchargé mondialement. On a une longue histoire de ça, Adibou, sur CD-ROM. Tiens, voilà, on voit des... Toi aussi, tu as eu une meilleure note au dicté grâce à Adibou, etc. Donc, ce rapport organique fait que dans ce médium qui est le numérique, on a réussi à fusionner ces deux choses et avoir un lien organique entre les deux. D'ailleurs, il y a même un instrument d'éducation qui est très sous-évalué et qui pourtant a un impact majeur et on est en train de s'en rendre compte, c'est les jeux vidéo en réseau. Pendant des années, les parents ont été en lutte contre le temps passé sur les jeux vidéo en réseau. C'est l'un des grands conflits générationnels des 10 dernières années. Et on est en train de se rendre compte que les meilleurs joueurs en réseau ont développé des capacités managériales exceptionnelles, des capacités à travailler en équipe exceptionnelles, des capacités de prise de décision exceptionnelles, parce que tout ça sont des aptitudes que vous apprenez dans un environnement hyper compétitif qui est le jeu en réseau. Concernant cette gamification, il y a un exemple que je trouve moi fascinant, c'est Codecademy, que vous pouvez aller voir. Le but du jeu, c'est de... Vous pouvez aller sur Codecademy, alors c'est pas Code Academy, c'est Codecademy. Code Academy coûtait trop cher, donc c'est Codecademy. Et sur codecademy.com, vous verrez les 5 premières minutes que vous passez sur le site sont fascinantes. Parce que ils vous prennent vraiment par la main et ils vous font jouer en fait à coder et vous prenez tout de suite la paire. Aujourd'hui, Codecademy, c'est quelque chose qui forme des millions de gens à coder. Et même si personne ne sort de Codecademy en étant le programmeur de la prochaine génération, ça en décomplexe énormément sur les questions de code et sur les questions de programmation.
Et alors, c'est là où le point devient extrêmement important. C'est que tous ces sites qui sont massivement utilisés par des gens jeunes vont en fait connaître un phénomène de longitudinal. C'est que petit à petit, les gens qui étaient jeunes vont vieillir et ils vont continuer à les utiliser. Et je reviens là-dessus, à mon avis, il y a un gap générationnel énorme entre les gens qui ont vu leur éducation comme simplement un moment de leur vie afin d'atteindre un diplôme et les gens qui voient l'éducation comme un processus continuel simplement au service de leur satisfaction. Et un des exemples encore que je trouve extraordinaire de ça, c'est Stack Overflow, qui est un site qui permet à des programmeurs d'échanger des conseils et astuces entre eux, et qui est produit par des milliers de gens en continu, et avec un niveau d'expertise et de bienveillance qui est assez exceptionnel. Trolls et blagues mis à part. Et ça, profondément, en fait, pour moi, c'est quelque chose qui est culturel dans ce que j'appelle le hacker mindset, qui est le fait que l'attitude que les hackers ont par rapport à leur vie est en train de se diffuser dans plein d'industries et dans plein de domaines. Et tous ces outils-là participent à former une génération de gens beaucoup plus libres dans leur rapport au savoir, qui cassent tous les codes de l'industrialisation et qui cassent tous les codes de ce qu'on peut apprendre ou pas. Prenons un autre exemple, l'apprentissage des langues. L'apprentissage des langues, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais en France, en plus, on a un traumatisme avec ça monumental. Je pense qu'on est le pays au monde où les gens parlent le moins bien des langues étrangères. C'est un vrai record, c'est encore une spécificité que tout le monde nous envie. Et pourquoi, qu'est-ce qu'on fait dans les cours de langue? On fait des photocopies, on voit des images et on se demande « Where is Brian ?» Et ouais, tout le monde la connaît, cette blague. Et prenons cet exemple, Flix. L'histoire de Flix, c'est quoi? C'est une boîte qui se rend compte que les gens qui parlent le mieux anglais sur Terre sont les gens qui sont accros à des séries télévisées. Et ils ont mis au point toute une plateforme et toute une interface qui vous permet d'apprendre l'anglais en regardant des séries. Et d'ailleurs, il y a un cas à l'échelle nationale de réussite de cette méthode, c'est les pays nordiques. Parce que dans les pays nordiques, comme on n'a pas d'argent pour mettre de sous-titres ou de doublage, bah dès le plus jeune âge, vous êtes obligé de vous taper tous vos films en VO et sans aucun sous-titre. Parce que le marché n'est pas assez gros. Résultat, vous allez dans n'importe quel pays nordique, tout le monde parle parfaitement anglais. Et bien Flix, regardez à quel point c'est contre-culturel. Vous dites à un prof de langue, la seule chose que je vais faire pour apprendre des langues, c'est que je vais regarder Breaking Bad. À mon avis, ça ne va pas être vu d'un bon oeil. Et pourtant, les types qui regardent Breaking Bad sont bien meilleurs en anglais que les types qui savent où est Brian. Un grand problème, la grammaire. On le sait tous, le niveau en orthographe s'écroule, etc. On n'en a pas encore un en France qui a pris ce problème. À mon avis, les types ont juste trop peur de prendre ce problème en France. Mais prenons, ça c'est en Angleterre, ça s'appelle No Red Ink. Vous voyez la blague dans le nom, plus d'encre rouge sur vos copies. Et en fait, c'est un jeu vidéo pour apprendre la grammaire. Et c'est incroyable comment c'est fun et comment c'est bien foutu. Si vous voulez améliorer votre grammaire anglaise après avoir amélioré votre diction avec Flix, vraiment, c'est juste extraordinaire. Et la conclusion à tout ça, bah, elle est extrêmement simple. C'est que c'est juste la phase immergée de l'iceberg que je vous ai montré. C'est juste les sites les plus réussis et avec la plus grande audience. Mais ces sites sont en train de montrer quelque chose. C'est que, 1, le monopole de l'information ne se situe plus à l'école. 2, aujourd'hui, quiconque veut apprendre quelque chose n'a juste besoin que d'aller en ligne. 3, c'est en train de libérer des énergies extraordinaires à travers le monde. 4, tout ça est l'avènement et l'aube d'une révolution dont on n'a absolument pas idée de ce qu'elle va produire. Merci.